Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Adama Coulibaly, enseignant et président de l'APP, l'Alternative Patriotique Panafricaine Burkindi, et Abdelkerim Yacoub Kounougou, coordinateur du PACTE, directeur Afrique centrale de l'Organisation internationale Internet sans frontières, nous accompagne depuis le début de cette émission. Abdelkerim, vous vouliez intervenir sur le bilan du président Mouhamadou Bouhari. Le bilan et sa chance de réélection. Oui. Contrairement à ce que dit mon co-débatteur, Bouhari est l'homme du peuple, est l'homme de la situation. Contrairement à ce que vous dites, Bouhari a été l'espoir. Parce que ce qui est arrivé, ce qui soit la crise économique, ce n'est pas parce qu'il a mal géré. Ça, c'est une conjoncture extérieure. La chute du prix du pétrole de baril n'a pas été de la faute de Bouhari. Le peuple comprend. Le peuple n'est pas, ce ne sont pas des moutons qui ne comprennent pas les situations. Maintenant, le résultat de Bouhari, pour moi, est excellent dans le sens où a rassuré le peuple. Aujourd'hui, son adversaire est issu du parti de l'ancien président qui a échoué. Aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme, grâce à Bouhari, a été complètement gagnée. Les terroristes attaquaient des bases militaires de l'armée nigériane à Baga. Ils attaquaient des villes comme Maïdougouri. Aujourd'hui, Bouhari a réussi à stabiliser cette situation. Ça, c'est très important. Sur le plan économique, Bouhari a essayé d'assainir l'économie. Il faut noter cela. Donc, si aujourd'hui Bouhari a échoué à diversifier l'économie pétrolière en économie autre, ce n'est pas la faute de Bouhari, c'est parce que le Bouhari n'a pas eu les moyens nécessaires. Quant à la condamnation de son adversaire, pour moi, tant que la justice n'a pas condamné une personne, cette personne est toujours présumée innocente. Mais Aboubakar n'a aucune chance face à Bouhari, malgré l'échec sur certains points de Bouhari. Aboubakar n'est pas à la hauteur, étant donné qu'Aboubakar a déjà été vice-président. Aboubakar a déjà fait ses preuves. Aboubakar n'a pas réussi à gagner à l'époque, parce qu'il était avec l'autre président qui est sorti, Goodluck Jonathan. Donc, le passé du parti de Goodluck Jonathan, dont Aboubakar est héritier, ne permettra sûrement pas à battre Bouhari. Adama Coulibaly, alors vous avez parlé de la lutte contre la corruption et vous saluez un bilan plutôt positif, mais pardonnez-moi, mais hormis certaines zones qui ont été pacifiées dans l'état de Borno, on ne peut pas véritablement parler de... Oui, le terrorisme, on ne peut pas véritablement parler d'un succès concernant le terrorisme au Nigeria. Adama Coulibaly. Je suis étonné justement de telles déclarations qui disent que le terrorisme était totalement, la lutte contre le terrorisme était totalement gagnée. C'est pas vrai. Ça existe encore, ça a reculé évidemment, il y a eu des actions fortes qui ont été menées, mais Boko Haram existe encore, ils sont déportés dans d'autres pays, ils sont encore présents au Nigeria, mais c'est une lutte qui doit se poursuivre, qui nous concerne tous. Donc il y a eu effectivement des actions, mais il faut faire attention à ce type de déclaration. Non, je n'ai pas dit qu'il a gagné, j'ai dit qu'il a réduit fortement. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Faudra réécouter l'émission après. Grâce à Bouhari, aujourd'hui il n'y a pas des attaques dans des bases militaires à Maïdougouri. Il faudra réécouter l'émission. Je voudrais continuer maintenant. Voilà, alors maintenant, en ce qui concerne, il faut dire aussi qu'il n'était pas, Atiku Abubakar n'était pas avec Goodluck Jonathan, c'était avant. Il était vice-président bien avant. Oui, j'ai dit qu'il a été... Il a été vice-président, effectivement. Et d'ailleurs, pourquoi il n'avait pas eu l'investiture de son parti? Parce qu'à l'époque, justement, il avait eu des soucis avec le président, qui a été son opposant et qui a tout fait pour qu'il ne puisse pas avoir l'investiture. Donc c'est quelqu'un, effectivement, avec la... Le président Sinbadjo qui le soutient fortement aujourd'hui. Bien sûr. Et c'est pour ça, on voit, et c'est pour ça que je suis d'accord avec Wolo Soyinka, lorsqu'il dit ces deux-là ne sont pas la solution pour le Nigeria. C'est un Nigérian, lui, qui connaît bien la situation, qui vit là-bas, qui est un observateur averti et qui considère que ces deux-là ne sont pas la solution aujourd'hui pour le Nigeria. Mais encore une fois, c'est aux Nigérians d'en décider. Quant à dire que les populations sont en mesure d'avoir du discernement, je veux bien, mais les choses ne sont pas aussi simples que ça. Parce qu'il est facile de manipuler les populations lorsque, justement, elles sont dans des difficultés. J'espère, moi, que les Nigérians sauront faire le meilleur choix parmi les 70 candidats. Maintenant, il est évident qu'il y a toutes les chances que ce soit l'un de ces deux-là. Et d'ailleurs, je pense que le président sortant a toutes les chances d'être réélu, parce qu'effectivement, c'est un homme, comparativement à son challenger, qui, lui, au moins,
a montré qu'il était, en tout cas, qu'il était animé d'une fibre patriotique et panafricaine et aussi nationaliste. Et d'ailleurs, Transparency International a reconnu qu'il y a eu des efforts en matière de lutte contre la corruption au Nigeria, même si ils leur ont accordé 27. Alors, ce n'est pas bien noté. Par rapport, par exemple, à un pays comme le Rwanda, qui est très bien noté, mais c'est la preuve qu'on reconnaît, tout le monde reconnaît qu'il y a eu des efforts réels qui ont été faits, et il faut saluer ces efforts-là. Il faut que le pouvoir qui va arriver, quel qu'il soit, puisse continuer ces efforts-là, dans le sens de faire reculer justement le terrorisme, parce qu'il a été aussi un des aspects qui ont permis... on dit la même chose dans le sens où... Vous reconnaissez et deuxièmement aussi, travailler à diversifier l'économie, parce qu'on a constaté que la plupart de nos pays en Afrique qui ont basé essentiellement leur économie sur les revenus du pétrole, eh bien, ont mal accusé ce coup-là. Et on le voit sur d'autres continents. Moi, je disais que vous reconnaissez très bien que Bouhari est l'homme de la situation, c'est déjà l'essentiel. Après, que vous reconnaissez des qualités ou... Ah non, je n'ai pas dit ça. Je suis désolé, non, je n'ai pas dit ça. Vous venez de le reconnaître, vous venez de le reconnaître. Vous avez demandé les observations de Wole Soyinka vous avez demandé de ne pas me couper. Donc, écoutez, vous m'avez demandé de ne pas vous couper. Vous n'avez pas demandé de me couper. Je n'ai pas dit ce que je n'ai pas dit. Vous avez demandé que je ne me coupe pas. Je fais bien observation de Wole Soyinka, il dit très clairement que ces deux-là écouter les gens jusqu'au bout. Écoutez les gens jusqu'au bout, parce que vous avez existé là, respectez les autres quand vous demandez quelque chose aux autres. Donc la même chose quand quelqu'un parle. Poursuivez Abdelkarim. Voilà. D'accord. Alors on va passer en tout cas à une autre thématique de cette élection présidentielle au Nigeria. Alors effectivement, le président Bouhari part avec beaucoup d'avantages, certainement, mais est-ce qu'Atikou Boubacar, qui est soutenu par cette machine qui est le PDP, qui était au pouvoir pendant 16 ans avant l'arrivée au pouvoir en 2015 du président Bouhari, il part avec un sérieux avantage également dans cette élection? Ça dépend de ce qu'il hérite, comme l'image qu'il porte. Qui est justement en train de capitaliser sur un bilan, disons, plutôt mitigé du président sortant, Mahamadou Bouhari. Mais qui dit que le bilan est mitigé? C'est ça la question. Est-ce que la population dit que c'est mitigé ou bien c'est des analystes? Il faut regarder les chiffres et le bilan en fin de parcours au bout de ces 4 ans de présidence. Bouhari a pris le Nigeria dans quel état? Souvenez-vous, en 2015, le Nigeria était dans quel état? C'est ça la question qu'il faut se poser. Il faut quand on fait si on compare quelque chose, il faut comparer par rapport à une date donnée. Bouhari était venu en 2015. Alors, en 2015, il a dit qu'il allait éradiquer le terrorisme au bout de 2 ans. Et après, il s'est un petit peu ravisé. Il a dit remettre le pays la présidence de Bouhari était sur 3 axes. Au travail. Finalement, la présidence de Bouhari était sur 3 axes. L'économie, la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la corruption. Et quel est le bilan aujourd'hui, Abdelkarim? Pour l'économie, Bouhari a juste tout fait pour amortir le choc pétrolier. Ce n'est pas le seul Nigeria qui a subi ce choc. Le Tchad a subi ce choc pétrolier. Est-ce que le Nigérian qui souffre aujourd'hui, qui est dans la pauvreté, va raisonner de cette façon-là? C'est là la question. Tous les pays qui ont subi ce choc n'ont pas réussi à s'en sortir comme le Nigeria. Le Tchad, vous avez vu, n'arrive même pas à payer ses fonctionnaires. Le Cameroun a dû de l'aide. Donc beaucoup de pays n'ont pas pu s'en sortir. Mais est-ce que les électeurs, Abdelkarim, raisonnent de cette façon-là? Je vais y arriver. Oui. Je parle des difficultés que Bouhari a eues. Effectivement, il a hérité d'un contexte très difficile. Très bien. L'économie était complètement au point mort, étant donné que le Tchad, le Cameroun, tous les pays qui comptaient sur le Nigeria, dont l'économie nigériane comptait sur l'exploitation, étaient complètement fermées. Les frontières étaient fermées. Le Boko Haram terrorisait et fermait les routes. Donc, Bouhari a réussi au moins à pacifier les routes où l'économie a au moins pacifié. Même s'il n'a pas réussi à éradiquer complètement, ça ne dépend pas que du Nigeria. Le terrorisme, c'est sur plusieurs pays. Le G5 Sahel a été mis en place, des efforts se font. C'est en cours. Maintenant, c'est la lutte contre la corruption. Bouhari a réussi à mettre, il a dit tout à l'heure, à mettre en prison des personnes intouchables. Bouhari a réussi à rapatrier des fonds. Tout cela en 4 ans. Donc, au moins, la population au moins reconnaît quand même des efforts ont été faits. Maintenant, quand il s'agit de suffisant ou pas suffisant, c'est aux Nigérians d'en décider, puisque maintenant il se représente face à eux avec son bilan. On peut analyser tout ce qu'on voudra, mais c'est aux Nigérians de décider, que vous avez tout à l'heure. Wole Soyinka a dit ce qu'il voudra, mais toujours c'est un observateur nigérian. Voilà, donc tout ce que moi je dis, c'est que Bouhari a fait mieux
que tous les autres présidents. Il a pris en 2015 un pays en état lamentable. Il a réussi à redresser et à faire amortir ce choc. Maintenant, sur quoi il va vendre son fusil projet? C'est ça qu'il faut se poser. Maintenant, il faut redresser l'économie, il faut continuer la lutte contre le terrorisme, il faut aussi la diversification de l'économie, il faut combattre la corruption, continuer à combattre. Mais seulement le problème, c'est que quand il a fait démettre le président de la Cour suprême, beaucoup l'ont un peu accusé d'avoir fait dans des optiques électorales. Mais pour moi, franchement, je crois que... Vous saluez un bilan plutôt satisfaisant. Mitigé, mais acceptable. Adama Coulibaly, est-ce que vous notez une évolution plutôt positive depuis 2015, une évolution du Nigeria? Ce que je note, c'est que quand même, il y a le ministre du pétrole qui a écrit la lettre qui a fuité dans la presse, et qui quand même indiquait qu'il y a eu des contrats signés sans que les membres du conseil d'administration de la Compagnie nationale du pétrole ne soient informés, et pour 5 contrats pour une valeur de 25 milliards de dollars, et il indiquait qu'il y avait d'autres contrats. Et il interpellait le président, si cette lettre qui n'a pas été démentie est une réalité, je pense que c'est le cas, et le président n'a pas réagi. C'est la preuve quand même qu'il y a quand même des difficultés, parce qu'il y a encore des faits de corruption. Maintenant, le fait qu'il y ait eu une lutte, et qu'il y ait certains qui aient été enfermés, et qu'il y ait eu des critiques de la part de l'opposition qui indiquent que c'est essentiellement des personnalités de l'opposition qui ont été visées. Et ces derniers éléments-là viennent peut-être confirmer un tout petit peu cela. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord que c'est tout à fait mitigé. Parce que les personnes qui sont soupçonnées là, c'est des proches du régime. Donc là-dessus, le combat est à mener et c'est aux Nigérians d'être vigilants. Or, les machines politiques dans ces pays-là, de 180 millions d'âmes, eh bien, les machines politiques sont très puissantes et peuvent broyer beaucoup de choses. D'où l'importance justement que les électeurs soient très vigilants, mais au-delà des électeurs, que l'opposition qui viendra par la suite soit suffisamment forte et outillée, et que le président qui sera élu, justement, soit élu de manière très juste, pour que l'opposition soit suffisamment forte, pour que les jeux démocratiques puissent faire en sorte que la corruption et la lutte contre la corruption, la lutte contre le terrorisme et la lutte pour le développement, pour l'économie, le dynamisme de l'économie puisse se poursuivre dans l'intérêt du Nigeria qui porte une grande part de l'économie de notre continent. Alors on l'a dit, un duel qui va donc opposer... Alors les observateurs disent que la véritable bataille devrait se dérouler, en tout cas devrait opposer le président sortant, Muhammadu Buhari, Atiku Abubakar, deux poids lourds de la vie politique nigérienne. Comment expliquer que le système soit finalement verrouillé autour de ces deux candidats, alors qu'il y a en tout 72 candidats qui sont... qui se portent candidats à cette élection. Oui, c'est là où je rejoins mon co-débatteur, c'est que la jeunesse a été marginalisée. Ces deux candidats sont tous septuagénaires, même si le second est à 2 ans moins que l'autre. 72 ans pour Atiku Abubakar et 76. Voilà, et 76 pour le président sortant. C'est triste de voir un pays jeune, où la moyenne d'âge est de 40 ans, où il n'y a pas la jeunesse, on ne voit pas la jeunesse. Mais il faut comprendre aussi, par ce monopole, c'est que l'histoire des élections ou l'histoire de ce pays-là, parce que ces deux partis sont quand même des poids lourds et qui ont des moyens, qui ont des moyens d'être présents dans les 37 circonscriptions de ce pays-là. Mais moi, je salue ce système électoral nigérian qui a réussi à avoir un système qui a permis d'apaiser ce pays qui a connu des guerres énormes de sécession après la guerre de Biafra. Et ils ont réussi à mettre un système où on met quelqu'un du Nord, quelqu'un du Sud, après on pense la présidence arrive à une personne du Nord, après la présidence arrive à une personne du Sud. C'est vraiment extraordinaire. Je crois que ça a permis, ça il faut vraiment le saluer. Ça a permis de stabiliser le pays. Ça a vraiment de stabiliser le pays et aussi d'apaiser les élections. C'est vrai qu'il y a eu des morts, mais ces morts-là, ce n'est pas des violences électorales qu'on a vues dans certains pays comme en RDC ou dans d'autres pays, au Congo, où il y a eu les gens s'entretuent, ou même au Burundi, vous voyez ce qui s'est passé. Donc pour cela, moi je salue ce système électoral nigérien qui a réussi à équilibrer, à éviter les conflits ou des guerres ethniques, religieuses ou régionalistes. Maintenant, quand il s'agit de la jeunesse, moi j'appelle à la jeunesse nigériane maintenant de s'impliquer davantage et de pouvoir être présent, même si les caciques de ce régime continuent toujours à être présents et à avoir le monopole. Les deux vieux partis auront encore
Je crois que aussi les Nigérians, pourquoi ont deux partis, c'est pas des partis idéologiques, en fait, vous connaissez bien cela, en fait, c'est pas des partis de gauche, de droite, non. Ça a permis d'éviter des multitudes de partis politiques basés sur des régions ou des ethnies, comme dans d'autres pays africains où on a 200 partis, 400 partis, oui, où c'est un peu du n'importe quoi. Donc là, le Nigeria, en ayant deux partis, moi je crois que c'est aussi un avantage d'avoir des grands partis capables de pouvoir gérer et rassembler et aller dans ce sens-là. Maintenant, il faut dire à la jeunesse qui sont au sein de ces partis-là de pouvoir se une place et de pouvoir représenter le peuple. Est-ce que ce n'est pas un échec du PDP et puis du parti du président sortant qui n'ont pas finalement su faire émerger d'autres personnalités que ces poids lourds de longue date? Je pense que c'est un échec évident de l'ensemble de la classe politique nigériane, qui est, pourtant, l'activité politique est très dynamique. C'est un peu à l'américaine, on a des grands partis, on a des primaires. C'est vraiment bien, c'est très sain. Mais il y a un nomadisme politique. D'ailleurs, le candidat de l'opposition, il a migré beaucoup dans plusieurs partis pour pouvoir trouver justement l'endroit où il pourrait se faire élire au niveau des primaires. Et c'est ce qui s'est passé. Donc pour moi, c'est un échec de cette classe politique paradoxale qui est très puissante, très organisée, très impliquée, partout dans le pays, mais dans le même temps qui ne fait pas de place aux jeunes. Mais je pense que c'est aux jeunes aussi de se battre pour émerger aussi. Je crois qu'il faut que les jeunes qui sont dans ces partis-là, à moins que ce soit une défiance des jeunes vis-à-vis de ces partis en qui ils n'ont pas confiance. Auquel cas, il faudrait travailler à ce qu'il y ait l'émergence d'une force aussi patriotique différente qui puisse rassembler et qui puisse aussi venir compétir petit à petit et acquérir des espaces aussi. Oui, pour cela, pour faire émerger une classe moyenne de jeunes très puissante, parce que ceux qui s'accrochent et ceux qui se mettent au devant, souvent ceux qui sont les plus riches, qui ont énormément de moyens, parce que faire de la politique au Nigeria nécessite avoir... La démocratie a un coût. Oui, il y a un coût. Oui. Et souvent, les jeunes n'ont pas les moyens. Donc, du coup, maintenant, entre avoir les moyens et pouvoir faire les deux, c'est difficile, mais je crois qu'avec cette nouvelle technologie qui arrive, avec Internet, ces nouvelles façons de faire, ces jeunes connectés, la révolution digitale va changer des paradigmes dans ce sens-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'influenceurs et des leaders d'opinion qui émergent au Nigeria, qui commencent à s'imposer, dont cette pratique traditionnelle du Nigeria, la politique traditionnelle, va se métamorphoser dans les 10 années à venir. D'ailleurs, pas seulement au Nigeria, mais dans toute l'Afrique, on voit que l'ancienne politique, la façon de faire de la politique est en train d'évoluer. Et ces jeunes, vous voyez, aujourd'hui, on a des jeunes de 30 ans milliardaires, des millionnaires qui émergent, et aussi des jeunes qui sont des influenceurs, mais vraiment, c'est vraiment important, il faut regarder dans ce sens-là. Donc pour moi, la digitalisation de la vie politique et de l'économie est la solution qui permettra à la nouvelle génération de revenir aux commandes. Je pense qu'il faut quand même qu'il y ait des valeurs qui reviennent en politique. La question de l'éthique aussi est très importante. Sinon, on va continuer. Ce n'est pas parce que ce sera des jeunes riches qui viendront que ça va changer. C'est les valeurs qui vont faire changer. Donc nous avons des valeurs traditionnelles chez nous qui ont été totalement massacrées par d'autres, mais en fait qui ont pu survivre. Il faut que nous puissions nous en inspirer pour que la politique soit vraiment vertueuse. Et ça, c'est possible. C'est facile à dire. Quand on regarde ce qui s'est passé aussi, il y a une cinquantaine d'élus du parti au pouvoir qui ont rejoint le camp de l'opposition. Ces nomadismes politiques, ça rime à quoi? Ça veut dire que ce grand parti au Nigeria, c'est blanc, bonnet, blanc. Donc il faut autre chose et qui soit lié à des valeurs. Et c'est ça qui va nous sauver, je pense bien. En plus, valeurs et richesses, bien sûr, conquérir l'espace. Oui, Adama Coulibaly, Abdelkari Miakoub-Kongomi, vous restez avec moi. On va marquer une très courte pause et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.